Alors, bonjour à tous, bienvenue. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de dérisquage de bon matin. Mais il y a des bonnes nouvelles dans le risque. Alors, un petit peu autour du dilemme, autour du dérisquage. J'ai assisté à beaucoup de réunions où il y a quelqu'un qui présente une idée, une technologie, quelque chose d'innovant avec beaucoup de passion et beaucoup d'enthousiasme. Alors, ça peut être un chercheur, ça peut être quelqu'un du département d'innovation, un inventeur, une start-up, peu importe, et puis qui présente à son patron, son actionnaire, son banquier, son investisseur potentiel. Et un petit peu dans ce dialogue, c'est pas toujours facile de se comprendre. Moi, j'ai souvent été du côté de l'inventeur, et puis plus tard dans ma carrière, je suis passée de l'autre côté. Ça m'a appris un petit peu la vie, quand même. C'est pas si simple de se comprendre. Et donc là où il y a beaucoup d'opportunités, on voit aussi beaucoup de risques. Et comment faire, en fait, pour qu'on puisse s'entendre et pour qu'on puisse avoir confiance, pour qu'on puisse investir dans l'innovation et développer l'innovation. Il y a un certain nombre de risques qui sont liés à l'innovation, qu'on soit dans un centre de recherche, qu'on soit une start-up, qu'on soit dans une entreprise qui cherche à développer un nouveau produit ou bien à intégrer des nouvelles technologies. C'est un thème qu'on voit beaucoup aujourd'hui puisqu'on a beaucoup de digitalisation, on doit s'adapter avec des transformations énergétiques, environnementales. Donc il y a des risques qui sont liés à tout ça. Et bien sûr, on sait bien, oui, il faut innover, il faut faire de la transition énergétique, il faut faire de la transition digitale, mais ça ne veut pas dire qu'on doit négliger les risques. Donc si on prend un petit peu le process de développement de l'innovation, technologie et puis application et produits, il y a des risques qui sont présents à chaque étape. Est-ce que j'ai la bonne technologie? Est-ce que ça correspond aux besoins, à mon besoin ou aux besoins du marché? Est-ce qu'il y a des technologies concurrentes qui, dans 2 ans, vont m'écraser? Est-ce qu'il y aura des problèmes de réglementation aujourd'hui ou dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que éthiquement, ma technologie, elle est souhaitable et elle peut être acceptée? Toutes ces questions doivent être développées le plus possible parce que plus on va mitiger les risques et plus on va pouvoir avancer dans les étapes et mitiger des risques importants. Si on arrive au moment de l'industrialisation du produit et qu'on découvre que ça ne correspond pas aux besoins du marché, ça pose des problèmes évidemment. Donc plus on va analyser ces risques tôt dans le process et plus on va pouvoir euh, corriger, pivoter et faire quelque chose qui aura beaucoup plus de chances de fonctionner. Si on passe maintenant à la partie application. Donc la partie application, c'est voilà, j'ai ma technologie, qu'est-ce que je fais avec ma technologie? Où est-ce que je vais l'utiliser? Qui ça intéresse? Qui ça peut aider? Là aussi, il faut qu'on aille pouvoir voir, est-ce qu'il y a une appétence marché? Moi, j'ai juste une idée, peut-être j'ai un petit prototype de laboratoire. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Est-ce que ça résout un problème? Est-ce que le coût que je vais avoir au final de mon produit, ça va passer ou pas? Est-ce que ça sera faisable? Est-ce que je pourrais l'industrialiser? Tout ça sont des questions aussi à analyser le plus tôt possible et à développer. Enfin, quand on arrive au produit, on a fait le plus dur, enfin on pense, mais pas forcément. La difficulté quand on arrive au produit, voilà, on a un produit, a priori ça fonctionne, on a besoin de le produire. Là aussi, il y a des risques. Le scale-up, passer d'un prototype, d'une petite série 10-20 à 1000, 100 000, etc., c'est une étape vraiment pas évidente pour tous les industriels. Qu'on soit une start-up ou bien un grand industriel chevronné avec beaucoup d'expérience, c'est des étapes qui sont difficiles, qui demandent beaucoup de fonds aussi. Donc, est-ce que mon introduction va être réussie? Parfois, j'ai validé toutes mes questions. J'ai le bon produit, il est au bon prix, il est faisable, il est industrialisable. J'ai raté mon lancement. J'avais peut-être pas la bonne cible, j'ai pas parlé avec les bons moyens à ma cible. Bof. Ça, c'est difficile et ça coûte cher. Le scale-up, ça demande aussi un fonds de roulement important. Là, il va falloir aller convaincre des banquiers et des investisseurs importants. On peut fabriquer avec les moyens du bord des toutes petites séries, mais quand on vient à vraiment mettre en place des moyens de production, ça coûte cher. Une fois qu'on a réussi tout ça aussi, là j'ai mis SAV, service après-vente. C'est un mot un peu simple pour dire voilà,
j'ai fait mon innovation, elle est sur le marché, ça marche, génial. Je pars en vacances. Pas trop longtemps, parce que le feedback du client final, il est très important et il doit être bien géré. C'est ça qui va nous permettre après de construire la version 2, la version 3, de voir ce que font les concurrents. Et donc, cette partie-là aussi est très importante et il ne faut pas la négliger. Et elle comporte des risques aussi, parce que l'innovation, c'est un cycle, et ça retombe, et les concurrents nous rattrapent. Donc, il faut en permanence vraiment bien faire attention à tous ces points. Donc, c'est pas pour faire peur, c'est juste que voilà, c'est des points à prendre en compte parce que tout le monde passe par là, c'est des questions qui se posent à tout le monde. Alors, comment dérisquer? Dérisquer, ça veut dire, en tant que innovateur, je vais pouvoir m'assurer ou me rassurer et avoir des meilleures chances de succès. Du point de vue d'un investisseur ou d'un actionnaire ou d'un banquier, je vais me dire, OK, quand même, je comprends peut-être pas toute la technologie, mais j'arrive quand même à me dire que les analyses ont été faites, je vois où ça va, je vois la vision, donc je me rassure. Et là, j'arrive quand même plus facilement à sortir mon chéquier. Donc, on a à notre disposition tout un tas d'outils qui nous permettent de pouvoir faire ces études. Donc, qu'on soit au niveau de la technologie, du développement applicatif ou du développement produit, à toutes ces phases-là, on a un certain nombre d'outils. Alors, ça peut être la veille concurrentielle. Souvent, la veille concurrentielle est utilisée pour se différencier des concurrents. Certes, mais il ne faut pas oublier aussi que la veille concurrentielle, ça sert à pas refaire les erreurs que les concurrents ont déjà faites. Si quelqu'un est venu avant vous, c'est important d'apprendre qu'est-ce qui a raté. C'est pas la peine que vous refassiez cette expérience. C'est important aussi de savoir si un concurrent n'est pas allé sur telle application ou sur tel marché ou sur telle solution logistique. Peut-être qu'il avait une bonne raison. Donc, il y a beaucoup d'informations à retirer de ça pour vous dérisquer. Les études fonctionnelles aussi. Est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes les options sur mon produit et ça va le rendre très cher et peut-être compliqué à utiliser? Ou bien est-ce qu'il faut que je choisisse les bonnes fonctions et comment je les choisis et où est-ce que je les place sur mon produit? Ça, c'est des outils qui ont été beaucoup développés en IT, mais qui s'appliquent parfaitement bien aux objets physiques aussi. Il faut faire cette analyse pour avoir le bon coût et les bonnes fonctionnalités qui vont marcher sur notre cible. Bien sûr, il y a tout ce qui est l'adéquation avec le marché. Donc, qui est la cible? Qu'est-ce que veut la cible? Qui sont les différents acteurs qui vont utiliser ou prescrire ou acheter mon produit? Et puis, bien sûr, le prototypage. Le prototypage, c'est un gros outil de dérisquage parce que quand on fait un prototype, on va devoir se poser les bonnes questions déjà. Comment on le fait? Qu'est-ce qu'on met pas? Et puis, on va pouvoir aussi tester dans la vraie vie. Aller le montrer à un client potentiel. Aller vers le marché et montrer, voilà, moi j'ai construit ça, est-ce que c'est intéressant ou pas? Aller voir aussi comment ça peut s'industrialiser. Au moment où on fabrique le prototype, on va voir, oh là là, c'est très cher, c'est assez compliqué à faire, mais est-ce qu'il y a un chemin d'industrialisation où je vais pouvoir réaliser ce prototype pour 1/100, 1/1000 du coût que j'ai réalisé aujourd'hui? Et c'est des échelles très normales, hein. On doit réduire les coûts entre le prototype et la moyenne série drastiquement. Et bien sûr, les tests, faire des tests mécaniques, des tests électriques, mais des tests marché aussi. Des tests de durabilité. Est-ce que j'arrive à facilement le fabriquer? Est-ce que ça se démonte facilement? Est-ce que ça se maintient facilement? Combien ça coûte de faire la maintenance de mon objet? Et ça, que ce soit des logiciels ou des objets physiques, c'est les mêmes questions. Et puis, on fait des analyses de risque à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer si une technologie concurrente arrive dans 5 ans? Qu'est-ce qui va se passer si je n'arrive pas à fabriquer telle pièce à tel prix, etc. Donc, toutes ces questions-là, elles sont importantes à se poser. Et tous ces outils, en fait, c'est pas des outils qu'on utilise en séquence, c'est des outils qu'on utilise tout au long du développement et qui se parlent entre eux. On ne peut pas faire un prototype si on n'a pas fait une bonne analyse des fonctionnalités. Enfin, on peut, mais c'est un prototype qui ne va pas forcément bien répondre au marché. On ne peut pas faire un prototype si on n'a pas fait un bon market fit.
si on n'est pas à jour sur les technologies de faisabilité, comment on va le fabriquer. Donc, tous ces outils-là, ils se parlent entre eux, ils dialoguent en permanence, et c'est ça qui permet de bien dérisquer l'innovation. Alors, nous, on propose des services de dérisquage. Donc, dérisquage, marché et industrialisation, ça veut dire qu'on va mettre en œuvre ces outils et d'autres en fonction du produit ou de la technologie pour pouvoir s'assurer que lorsqu'on va investir pour fabriquer un prototype ou lorsqu'on va investir pour fabriquer une moyenne série ou qu'on va faire un dossier d'industrialisation où on va vouloir euh, peut-être construire des capacités de production, on a quelque chose qui est dérisqué. Euh, Ça a à voir dans la conception, bien sûr, mais dans la fabrication aussi, j'en ai parlé, il faut optimiser le rapport entre le coût et les fonctions, il faut que ça fonctionne avec la cible, il faut que ça fonctionne avec le go-to-market. Et les tests et validations, autant on peut faire des validations techniques sur un prototype, mais on peut aussi faire des validations marché. C'est trop grand, trop petit, j'ai pas trouvé le bouton d'arrêt d'urgence, je sais pas comment l'allumer, c'est trop compliqué, c'est pas beau, ça prend trop de place. Toutes ces questions-là, elles sont abordées. Et donc, quand on fait un prototype, en général, on en fait plusieurs. Le but aussi, c'est d'apprendre à chaque fois et de pas en faire, je crois, je sais pas si c'est vrai, mais on dit que Edison, quand il a fait l'ampoule électrique, il a fait 10 000 prototypes. Je sais pas si c'est vrai, ça me semble beaucoup. Alors, c'est normal de faire des itérations et d'améliorer à chaque fois, mais si on dérisque bien, on peut améliorer plus vite et limiter le nombre d'itérations aussi. Donc tout ça sont des choses très importantes et c'est pas tellement dissociable de la partie technique. Donc la partie technique aussi, la partie technique c'est quoi? C'est faire de la conception. Donc conception électromécanique, électrique, automatique, ça peut être électronique aussi. Et même lorsqu'on va fabriquer le premier prototype, avoir en tête comment je vais l'industrialiser. Aujourd'hui, j'imprime en 3D, mais quand je vais en faire 10 000, ça sera plus possible, ça sera plus rentable. Toutes ces questions-là, on doit pouvoir y répondre assez rapidement et pivoter ou corriger si on n'a pas une réponse positive. Ça a à voir aussi avec des moyens de production de prototypes, donc de l'usinage, de l'impression 3D, de l'injection, du thermoformage, faire des armoires électriques, câbler des armoires électriques, programmer des automates, toutes les compétences qui sont nécessaires à fabriquer un appareil ou une machine, un prototype ou une petite série. Et donc, avec tout ça, on sort des dossiers de fabrication. Les dossiers de fabrication du prototype, ils peuvent être ensuite amenés chez n'importe quel fabricant qui va pouvoir regarder les dossiers et fabriquer la même chose. D'accord? Donc, l'avantage, c'est qu'une fois que votre prototype est validé, qui vous plaît, vous pouvez prendre votre dossier de fabrication et aller avec chez n'importe quel fabricant qui saura exactement quoi faire. Bien sûr, les tests et la validation, très important, il faut qu'on puisse en permanence tester, que ce soit avec le marché ou avec la machine. Et ça se prépare aussi, c'est du travail, il faut faire des plans de test et il faut imaginer des circonstances et un environnement de test qui sont adéquats et c'est différent pour chaque prototype. Alors, comment nous on travaille? On établit en fait un plan pour chaque projet en fonction de l'avancement du projet, où est-ce qu'on en est dans le développement de la technologie ou de l'application ou du produit. Et on regarde pour chaque projet quels sont les risques et on va faire un plan de dérisquage qui concerne à la fois la partie technique et technologique et également la partie marché. Est-ce que je suis en train de faire la bonne machine pour la bonne cible? Et puis, bien sûr, chaque étape est validée. Il y a beaucoup de va-et-vient entre nos services et le client, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un dérisquage. Alors, souvent, ça va comporter un prototype, donc une machine ou un appareil qu'on va livrer, avec le dossier de fabrication complet pour que vous puissiez le reproduire à nouveau. Et puis toutes les informations qui vont avec le prototype technique, mais il y a aussi l'accompagnement à l'industrialisation et l'accompagnement au marché pour s'assurer que on n'a pas perdu notre temps et on a fait un prototype qui a beaucoup de chances de fonctionner sur le marché. Alors, qui nous sommes? En fait, DeepMake, c'est une alliance entre Vitamine, qui est un cabinet d'expertise pour l'innovation industrielle, et Copperlink, qui est un fabricant de machines spéciales et avec un grand savoir-faire dans le prototypage.
Donc, construire une seule pièce, c'est pas le même métier que construire 10 000 pièces. Et puis, ensemble, on est capable de livrer tout le service avec l'équipe. On a des compétences à la fois sur le dérisquage marché-produit et à la fois sur la partie technique. Donc, on maîtrise toutes les chaînes en termes de usinage, fabrication, assemblage, test, voilà, surtout tout ce qui est nécessaire pour fabriquer des machines, donc automatiques, robotiques, électroniques, électromécaniques. Voilà quelques petites réalisations de machines spéciales ou de prototypes, donc dans diverses industries. On travaille aussi bien pour des startups que pour des usines, des entreprises établies. On est une entreprise qui est originaire de Tunisie et qui s'implante en France. Donc voilà, petit retour pour moi vers la France. Et on a hâte de travailler avec plein d'inventeurs et d'acteurs français. Donc, on est présent aujourd'hui toute la journée. N'hésitez pas à nous contacter, à nous faire part de vos idées, de vos projets. On sera ravis de discuter avec vous de comment dérisquer votre projet et de vous assurer le succès dans ce que vous faites, mais aussi de pouvoir lever des fonds parce qu'il faut beaucoup d'argent pour financer l'innovation. Et on a besoin de pouvoir lever suffisamment d'argent. Et pour ça, il faut des bons dossiers bien ficelés, bien testés et bien dérisqués. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou vous pouvez me voir plus tard dans la journée. Merci tout le monde.